Il est 35. Et donc il est temps de commencer, comme vous le dites, absolument. Et tout d'abord, merci à l'hôpital européen Georges Pompidou d'avoir organisé cette conférence en invitant les docteurs Salman et Chironi qui vont se présenter eux-mêmes et qui vous rappelleront leur parcours et leurs compétences respectives. Merci d'avoir organisé cette conférence sur la prévention du risque cardiovasculaire. Et donc vous ne pourrez plus ce soir quitter cette salle sans être particulièrement au fait de tout ce qu'il faut faire au quotidien pour éviter les écueils que nous, malheureusement, dans lesquels nous tombons tous sans le savoir, tous les jours. Merci donc à tous d'avoir répondu présent. Et j'aurais aimé, au nom d'abord du maire du 15e, Philippe Goujon, vous transmettre ses excuses de ne pas vous être avec nous ce soir, puisqu'il était retenu par d'autres obligations. Et puis vous donner rendez-vous au titre de la mairie du 15e très prochainement, puisque nous avons régulièrement, vous savez, un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement qui rassemble tous les habitants qui le souhaitent et les associations. Et la question qui a été retenue pour notre prochain SICA, puisque ça s'appelle le SICA, est l'offre de soins dans le 15e arrondissement. Donc si vous le souhaitez, pour tout savoir sur l'offre de soins du 15e, qu'elle soit hospitalière, qu'elle soit spécialisée, qu'elle soit libérale, qu'elle soit médicale d'ailleurs ou paramédicale, vous pourrez assister à ce SICA qui aura lieu en mai et pour lequel vous trouverez toutes les informations sur le site de la mairie du 15e. Voilà. Donc encore merci à l'HEGP. Merci à vous d'être présents et puis très bonne réunion. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente en premier parce que je suis beaucoup moins célèbre que mon collègue. Je suis le docteur Gilles Chironi, je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou, où j'ai en charge depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, le centre de médecine préventive cardiovasculaire, qui est un service dédié à la cardiologie préventive, afin de diminuer le risque cardiovasculaire de personnes qui soit n'ont jamais eu, on y reviendra, d'événements cardiovasculaires, ça s'appelle la prévention primaire, et soit de patients qui ont déjà eu soit un infarctus, soit un accident vasculaire cérébral, l'objectif étant de diminuer le risque de récidive et bien entendu de décès cardiovasculaire. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui en présence de mon collègue. Merci beaucoup. En 2 mots, je m'appelle Frédéric Salvat, je suis cardiologue et nutritionniste à l'hôpital européen Georges Pompidou. Je veux dire que mon axe principal, c'est de tout faire pour que vous ne veniez pas à l'hôpital Pompidou. Avec une telle prévention que vous n'avez pas besoin ni de médicaments ni de médecins. Donc c'est pour cette raison qu'on va essayer ce soir de vous donner des conseils et de vous expliquer que finalement vous avez des ressources formidables en vous, justement, pour éviter de passer par la case médecin. Très bien. C'est ainsi que vous l'avez bien compris, nos propos vont être très complémentaires. Si on vient à l'hôpital Pompidou, c'est pas forcément parce qu'on a une maladie, et j'y reviendrai à certains moments. On peut commencer tout de suite dans le vif du sujet en disant que le fait d'avoir de l'hypertension artérielle, comme un certain nombre d'entre vous probablement, le fait d'avoir une hypercholestérolémie ou le fait d'être diabétique, eh bien, on peut ne pas considérer que ce sont des maladies à part entière. En fait, ce sont des états chroniques qui doivent être pris en charge grandement par le régime hygiéno-diététique, avant toute chose par cela, mais aussi parfois avec des médicaments. Ce ne sont pas des maladies dans le sens où ce sont surtout des facteurs de risque. Un facteur de risque, c'est une condition ou un paramètre qui prédispose à la probabilité de faire un événement, un accident. Par exemple, si les diapositives avaient marché, je compare ça par exemple avec l'accident de voiture. Et lorsqu'on a un accident de voiture, il peut y avoir des facteurs de risque non modifiables, par exemple, comme le temps qu'il fait, l'état de la chaussée, l'âge du véhicule ou même l'âge du conducteur. Et puis, il y a des facteurs de risque modifiables. Et ces facteurs de risque modifiables, c'est tout l'objet de la prévention que d'essayer d'agir dessus. Les facteurs de risque non modifiables en termes de pathologie cardiovasculaire étant l'inéluctable avancée en âge, et puis aussi un facteur très important à prendre en compte, c'est l'hérédité. L'hérédité chez les ascendants du 1er degré,
papa ou maman qui ont fait un infarctus jeune, ou encore les collatéraux, les frères et sœurs. Ça, c'est un facteur de risque, évidemment, non modifiable. J'avais aussi une diapositive avec un iceberg qui montrait que ce qu'on connaît sur la pathologie cardiovasculaire, eh bien, c'est vraiment une toute petite partie, la partie émergée. Et il y a un nombre infini de choses qu'on ne connaît pas, aussi bien en termes de mécanisme que de prise en charge thérapeutique. De toute façon, il y a une chose importante, c'est que certains pensent que tout est génétique et c'est pas vrai. La génétique, c'est une partie. Dans 85% des cas, c'est pas génétique. Et on s'en est aperçu par l'étude des vrais jumeaux. On a suivi des corps de vrais jumeaux. L'un, gros, fumant, pas de sport, enfin, tout faux. L'autre, une vicelle. La longévité n'a rien à voir. Ce qui veut dire que l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Et c'est formidable, ça veut dire qu'on peut agir. Et c'est là toute la force, je veux dire, de la prévention, c'est que la génétique, c'est une toute petite partie, ce qu'on va faire, c'est énorme. Donc en fait, on a en nous des ressources formidables pour nous protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Donc, en effet, on a tout ça en nous, mais il y a pas beaucoup de gens qui savent, sauf s'ils lisent. Oui, c'est le carton de publicité, le dernier livre, Prenez votre santé en main, Sheldon Michel. Il ne va pas payer pour ça. Alors, toujours est-il que cette partie-là, je suis tout à fait d'accord, la partie, ce qu'on peut appeler comportementale, aussi bien de la manière de se comporter avec les aliments qu'avec son corps, qu'avec l'activité physique, avec les toxiques que peuvent être le tabac ou l'alcool, eh bien, sont un fléau, mais ça, M. Salman le dira beaucoup mieux que moi. Il n'en reste pas moins que lorsque vous avez justement, et nous travaillons beaucoup donc à en fait essayer de déterminer quel est le niveau de risque cardiovasculaire. Là, on est un certain nombre de personnes. Eh bien, il y a probablement des personnes parmi vous, les plus jeunes, ou bien les femmes, ou enfin des gens qui ne fument pas, etc., qui ont un risque cardiovasculaire assez faible. Le risque cardiovasculaire, dans la médecine, si vous voulez, c'est la probabilité dans un temps donné, on va dire, d'avoir un infarctus. Donc il y a parmi vous beaucoup de gens qui ont moins de 10% de risque de faire un infarctus dans les 10 ans qui viennent. Et puis il y a quelques personnes qui ont peut-être un niveau de risque de faire un infarctus dans 10 ans supérieur à 20%. C'est-à-dire qu'il y a 20 personnes sur 100 qui seraient de la même clause, on va dire, qui feraient un infarctus. Donc ça, c'est le haut risque. Et puis ensuite, tout se passe dans le niveau de risque intermédiaire, entre 10 et 20%. Eh bien, on ne sait pas très bien. Donc les gens à faible risque, on va leur réserver, en effet, des règles hygiéno-diététiques, et il faut tout faire là-dessus. Les patients à haut risque cardiovasculaire, et c'est là que j'insiste, parce qu'il est important de les dépister, c'est ce que nous faisons. Eh bien, ces patients-là, on va bien entendu leur faire les règles hygiéno-diététiques, très bien appliquées, mais on va parfois être obligé de donner des médicaments, des traitements médicamenteux. Et puis, les personnes qui sont ni à faible risque ni à haut risque, eh bien, on va pouvoir être amenés à regarder quand même leurs artères par des examens qui peuvent être des échographies ou bien des scanners pour essayer d'anticiper, de voir s'il y a de l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est la maladie qui prédispose à l'infarctus et à l'accident vasculaire cérébral. Eh bien, si on voit des patients apparemment sains, à risque intermédiaire, qui n'ont aucun symptôme, chez qui on trouve de grosses plaques d'athérome dans les carotides, par exemple, là, le message va être tout autre parce que probablement il va falloir les traiter. Donc là où je rejoins ce que dit Frédéric Salman, c'est qu'il faut agir bien avant l'apparition de ces fameuses plaques d'athérome et avant l'accident cardiovasculaire. Je vais vous parler des télomères. Les télomères, c'est les petits manchons qu'on donne aux chromosomes. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé. Plus ils sont courts, plus on risque de mourir de
cancer, Alzheimer, mais surtout maladies cardiovasculaires. Il y a eu 3 prix Nobel en 2009. Et on sait aujourd'hui ce qui raccourcit les télomères, c'est le stress, ce qui les rallonge, le bien-être. Autrement dit, si on fait une prise de sang pour connaître la longueur du télomère, on n'aura pas votre âge chronologique, mais votre âge biologique. Autrement dit, ça montre où on en est. Il y a des gens qui ont l'air stressés qui ne le sont pas du tout, d'autres qui ont l'air très détendus et qui sont très stressés. On ne peut pas mentir à son ADN. Ça veut dire que le stress, ou à l'inverse le bien-être, se lie jusque dans l'ADN de nos cellules et détermine notre longévité. Et cette composante du stress est très importante parce qu'on s'aperçoit que selon justement, c'est tous les travaux qui sont faits en ce moment, notamment à Harvard aux États-Unis, de montrer que la prise en charge de la prévention, c'est bien sûr l'exercice physique, la nutrition, mais aussi la prise en charge du stress de façon globale. Et ça, c'est complètement nouveau comme approche, et c'est depuis 2009, au moment où justement on découvre toute l'importance des télomères, qu'on voit que le stress est un marqueur aussi déterminant. Là, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a actuellement des études d'intervention, c'est-à-dire qui prennent en charge le stress de manière adéquate contre une prise en charge nulle ou non adéquate du stress pour démontrer qu'il peut y avoir un impact positif. Et l'appréciation du stress étant quelque chose de assez compliqué, enfin complexe, difficilement quantifiable. Alors, il y a des papiers qui ont été publiés, je crois, dans Nature, par un des Nobel qui est Elizabeth Blackburn, où on s'est aperçu qu'en mettant du bien-être en place, en bout de 10 mois, on arrivait à rallonger les télomères et à avoir une réaction. Donc on a maintenant un marqueur du bien-être, inversement un marqueur du stress aussi. Et des études d'intervention, alors assez atypiques, puisque ce prix Nobel a fait travailler les gens à la fois dans la relaxation, même de la méditation, je veux dire l'exercice physique aussi, quotidien, et un anti-stress aussi, puisque ça sécrète des endorphines. Ça, c'est très important aussi. Les endorphines, vous savez, il y a quelque chose d'important, la force, si vous voulez, du mental permet de développer des véritables molécules actives pour se protéger. Notamment, il y a des études passionnantes qui ont lieu sur les effets des placebos. Les placebos, c'est des petits comprimés avec du sucre dedans. On vous les donne et 30 et 40% des gens vont se trouver soulagés. Pendant très longtemps, on a dit c'est si. Et puis on vient de s'apercevoir par une publication récente que les gens qui ont un effet placebo positif, en fait, sécrètent des grosses quantités d'amphétamine, c'est comme de la morphine. Et donc, ça veut dire que la force de la croyance va faire que l'organisme, ça envoie un signal à l'organisme pour qu'il sécrète ses propres médicaments naturels pour se protéger. C'est vraiment passionnant. Ça montre toute l'importance du mental et qu'il y a des forces de guérison qui peuvent être simplement, qui ne sont pas sans support, mais on s'aperçoit qu'il y a un support en faisant des dosages. Et c'est toutes ces publications récentes qui sont passionnantes, ça montre toute l'importance de la prise en charge du stress, qui est un facteur cardiovasculaire aujourd'hui, sur lequel on s'aperçoit, en particulier quand on voit des sujets parfois qui font des infarctus, alors qu'ils ont un cholestérol correct, normal, ils ne fument pas, mais ils ont un très gros stress. Et ça permet de décrypter la partie qui était cachée de l'iceberg. Une des parties. Je rebondis sur ce que vient de dire Frédéric Salman sur donc la prise en charge du stress, la prise en charge de l'obésité ou la prise en charge de l'activité physique.
Il y a en fait, pour vous qui nous écoutez sur comment est-ce qu'on prévient le risque cardiovasculaire, parce que c'est un seul thème de la soirée, il faut, pour aussi bien ces prises en charge-là que les prises en charge médicamenteuses, et là j'insiste un peu parce qu'on voit parfois, donc là je reviens dans les médicaments, on voit parfois des médicaments qui sont prescrits de manière non adéquate, en ville ou à l'hôpital, peu importe. Par exemple, des médicaments anti-cholestérol, des statines, ce qu'on appelle, et qui sont donnés à des gens simplement parce qu'ils ont du cholestérol. Par exemple, vous avez du cholestérol, vous avez 2,80 g de cholestérol, et puis votre médecin vous donne une statine. Bon. Ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est qu'on ne donne pas un médicament anti-cholestérol pour diminuer le cholestérol, c'est purement contemplatif, mais on le donne pour diminuer le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire pour diminuer cette fameuse probabilité de faire un infarctus 10 ans plus tard. Alors, si on part de 0% de risque, parce qu'on est très jeune ou parce qu'on n'a pas de facteur de risque associé, eh bien, on considère qu'une statine, donc un médicament anti-cholestérol, ça diminue de 30% le risque. 30% de zéro, c'est zéro. Donc si on donne une statine à un sujet jeune qui a peu de facteurs de risque, eh bien, on ne va lui apporter aucun bénéfice, et au contraire, on va pouvoir lui apporter des inconvénients liés aux effets indésirables de tout médicament. Et si à l'inverse, une personne est à haut risque cardiovasculaire, qu'elle a déjà fait un infarctus, etc., à ce moment-là, le traitement médicamenteux va lui rendre service. Et ça a été démontré dans des études très très nombreuses, beaucoup plus nombreuses que les études récentes qui sont fort passionnantes, et qui montrent que eh bien, si on diminue le taux de mauvais cholestérol avec un médicament adéquat, eh bien, on diminue le risque de faire un problème cardiovasculaire. Pareil pour l'hypertension. Si on traite l'hypertension artérielle correctement, qu'on se fixe alors là des objectifs, on voit le patient, on prend cette tension, on regarde son cholestérol et on s'assure de voir s'il fut ou non. Bien entendu, on apprécie son activité physique, tout ce que vous avez dit. Et on fait une checklist. Et cette checklist doit permettre de voir qu'on a obtenu des objectifs thérapeutiques qui vont nous faire penser qu'on diminue véritablement le risque cardiovasculaire. Si je dois donner un risque des traitements contre le cholestérol, je vais en souligner un qui est peu connu. Un certain nombre de patients ont un cholestérol élevé, le régime ne marche pas, ils ont un impact vasculaire, on va leur donner un traitement. Ils vont prendre ce traitement tous les jours un peu comme une hostie en se disant ça y est, je suis immunisé. Tous les 3 mois, ils nous montrent leurs chiffres de cholestérol comme des bons élèves. Regardez, mes chiffres sont bons, j'ai bien travaillé, j'ai bien pris mes cachets, comme vous l'avez dit. Et le jour où survient un infarctus, une hémiplégie, ben c'est pas juste, je prends bien mes cachets. Et là, il y a un piège. Un sujet va se protéger contre un facteur de risque, mais s'il continue à fumer, à être en excès de poids, à ne pas faire d'activité physique, je vais juste vous rappeler un chiffre. 30 minutes d'exercice physique par jour diminue de 40% les risques cardiovasculaires, cancer et Alzheimer. Je dis 30 minutes sans s'arrêter. Parce que les 20 premières minutes, on brûle du sucre, ça ne sert pas à grand-chose. C'est après qu'on commence à brûler les mauvaises graisses et quand c'est efficace. Et il faut transpirer. C'est 30 minutes de marche rapide, sans s'arrêter. Le golf, ça ne sert à rien. De vélo d'appartement, d'elliptique. Mais tous les gens, il y a certains qui disent oui, mais moi je fais du sport le week-end, je vais vous laver les dents le week-end aussi. Donc, si vraiment on veut être efficace, c'est une obligation, cette activité physique. C'est pas une option. Et quand je vois trop, ça fait 30 ans que je fais ce métier, de patients qui prennent religieusement leur cachet et qui oublient l'essentiel, ils restent avec une obésité, ils continuent à fumer, ils continuent à ne pas prendre l'ascenseur et ne pas faire d'exercice. Et ils ont l'impression d'avoir un paratonnerre formidable, le comprimé de statine qu'ils prennent. C'est un cofacteur simplement. Et c'est là où il y a une erreur d'interprétation. C'est que ce comprimé a peu de sens s'il n'est pas accompagné d'une prise en charge globale de prévention.
prêche un convaincu. Il est vrai que le grand échec en fait, de cette fin de siècle 20e ou début du 21e siècle, on a assisté à une diminution de la mortalité cardiovasculaire quand même considérable depuis les 30 dernières années, grâce aux médicaments, grâce aussi à la prise en charge. Alors là, on va dire, puisque nous on fait de la prévention, on va dire c'est trop tard, au moment où sur la table de coronarographie pour un infarctus, eh bien, on sait maintenant déboucher les artères coronaires très rapidement et ça contribue à cette diminution de la mortalité cardiovasculaire. Mais les médicaments aussi. Mais toutefois, ça reste largement insuffisant. Et quand on se balade dans un hôpital, ou bien dans un cabinet de médecine de ville, ou bien dans la rue, eh bien, on constate effectivement cet effroi de manque d'activité physique, d'obésité dont la fréquence est en train d'augmenter considérablement. Nous insistons vraiment sur le fait que la prise en charge, en effet, ce n'est pas uniquement prendre un comprimé, mais c'est une prise en charge qui doit être globale et agissant sur tous les facteurs de risque cardiovasculaires connus. Un facteur de risque, par exemple le fait d'avoir une hypertension artérielle, ou le fait d'avoir une hypercholestérolémie, ou même le fait d'être diabétique, à soi seul, ça ne permet pas de prédire ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent. Il y a des modèles, il existe des modèles qui intègrent tous les facteurs de risque et qui prédisent beaucoup mieux ce fameux haut risque qui peut survenir dans l'avenir. Donc chaque facteur de risque pris isolément, ça ne prédit pas la maladie cardiovasculaire. En revanche, chaque facteur de risque est une cible thérapeutique pour nos médecins et pour nos patients. Cette cible, c'est la pression artérielle, c'est le cholestérol, c'est le tabac, c'est l'activité physique, et puis c'est tous les moyens qui peuvent être utilisés pour atteindre ces objectifs. Et il est fini la médecine où on dit en effet qu'il y a uniquement les médicaments. Oui, en fait, le médicament est un des éléments, mais le médicament pris isolément, je veux dire, ça a peu de sens. Quelqu'un qui refuse d'être actif par rapport à sa santé, qui n'est pas entrepreneur de sa santé, vraiment, je veux dire, il va manquer l'essentiel. Donc, si on veut vraiment être efficace en termes de prévention, on ne peut l'être en aucun cas sans la participation active et volontaire du patient. Certains vont dire je ne peux pas marcher ni faire de vélo, j'ai mal à ma hanche, j'ai mal à mon genou. Ben, je vous pas d'excuses, 30 minutes d'haltère donne le même résultat. Vous commencez par un petit râtelier d'haltère de 1 à 10 kg. Vous faites ça, vous faites des mouvements. Et puis avec ça, ça fait le même effet. Donc je veux dire qu'il n'y a pas d'excuses. Donc l'activité, on peut toujours la faire. Si ce n'est pas avec les jambes, c'est avec les bras. Mais c'est un tel bouclier efficace. Moi je vois en consultation quand quelqu'un commence, avant même que je l'examine, m'explique que tous les jours il y a une activité physique régulière. Ben, je peux vous dire qu'il a beaucoup moins de risques d'avoir un problème. Tout simplement parce qu'il a développé, par exemple, des petites circulations collatérales, c'est-à-dire que ça se bouge, il a créé des réseaux supplémentaires. Son cœur, au lieu de battre à toute vitesse, petit à petit s'habitue à l'effort et va moins vite. Il va se faire des muscles qui vont être son système de défense. En plus, vous savez, on perd 1 à 2% de muscles par an. Si on ne fait rien, l'avenir n'est pas terrible. Donc, c'est à bien d'entre nos mains. La prévention cardiovasculaire, c'est avant tout, pour moi, un des premiers points essentiels à Pivot, l'activité physique quotidienne. Que je pratique d'ailleurs tous les jours. Alors, je viens de demander le fait. Écoute, c'est très simple. À la maison, j'ai ce qu'on appelle un vélo elliptique. C'est-à-dire qu'on est debout et on avance comme ça avec les bras. Et je regarde tous les jours des séries télé sur mon iPad. Je vais me faire 8 saisons de 24 heures.
nous vous invitons tous à bien écouter ce message. Vous qui n'êtes pas, forcément il y en a peut-être, mais enfin pas tous médecins. Le message, il faut le faire passer auprès de nos confrères. Qui ont des consultations chargées, qui sont débordés, qui courent à droite à gauche, qui reçoivent un coup de téléphone de la communication de Georges Pompidou en disant qu'on ne va pas pouvoir passer des diapositives. En effet, ce que tu dis, je le partage totalement, hein, même si évidemment je porte la parole bien moins que toi. Ce que je veux dire par là, c'est le réalisme d'obtenir de tels résultats. Alors, d'obtenir de tels résultats de la part des patients, parce qu'en effet, les patients ils ont une bonne excuse pour ne pas suivre les recommandations, et puis surtout de la part des médecins. Et moi, je connais des médecins qui passent à toute vitesse, sans parler du tout de la diététique, et qui disent même que ça ne sert à rien. Alors, c'est quoi la solution? Non, mais c'est important, il y a un autre facteur de risque dont on peut parler un peu, c'est l'excès de poids. C'est-à-dire que l'excès de poids, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Donc, imaginez qu'une automobile qui aurait 50 ans et qui roulerait tous les jours avec ses filtres d'origine. Et pourtant, c'est de l'acier, on n'en veut pas beaucoup. Nous, on doit fonctionner plus longtemps que ça, avec nos filtres d'origine, qui sont le foie, les reins, etc. Donc, si on ne modifie pas son alimentation à un moment donné, ben, il se produit des pépins. Donc, il faut absolument tout faire pour lutter contre la surcharge pondérale, qui va piquer des années de vie, qui va augmenter le risque cardiovasculaire. Alors, j'insiste sur de nombreux petits moyens simples, c'est sans médicaments, évidemment, mais il y a des petits moyens qui peuvent aider à perdre du poids et qui vont permettre de reprendre un petit peu. Donc, cet excès de poids, c'est vraiment un fléau. Il faut savoir contrôler son appétit, parce que prendre ces kilos en trop, c'est un véritable problème. Donc il y a plein de petits moyens qui existent. Alors je vous en donne un seul parce que je n'aurai pas le temps. Il y a deux façons de s'arrêter de manger. Soit on mange très vite et on s'arrête parce qu'il y a des barorécepteurs dans l'estomac, des récepteurs à la pression qui fait qu'on ne peut plus, on se dégrade, on a trop mangé. Si vous attendez 5 vraies minutes au milieu d'un plat ou avant de reprendre, le message a le temps d'être transmis au centre de la satiété dans le cerveau, et au bout de 5 minutes, vous n'avez plus faim. Alors vous avez tous fait cette expérience au restaurant. Quand ça tarde trop pour vous amener le dessert ou un plat, on n'a plus faim, on n'en veut plus.